Bonjour, dans notre émission Valeurs sur Canal K Web TV, Monsieur Ange-Marie Malanda, comment allez-vous pour la troisième partie qui va être sur le choix économique? Comment allez-vous, Monsieur Malanda? Bonjour, cher Martial. Une fois de plus, je te remercie pour la suite de cette émission. Je salue aussi nos téléspectateurs et je les remercie parce qu'ils nous suivent et nous font remonter quelques informations de terrain. Exactement. Non, plutôt en ce qui concerne la thématique, effectivement, c'est le choix du modèle économique. Tout à fait. Alors nous avons fait, pour faire un petit rappel, je vous coupe, pour faire un petit rappel sur nos précédentes émissions, qui étaient sur la partie 1, on a pu un peu développer le développement des forces productives, qui était une émission assez intéressante. La deuxième émission était sur la faillite et l'enseignement du modèle néolibéral. Et maintenant, nous allons parler du choix du modèle économique. Alors, vous savez que j'ai eu beaucoup de retours sur les sujets de la première et de la deuxième émission. Beaucoup de retours, dont ceux du Congo-Brazzaville, parce que vous êtes également brazzavillois. Il est vrai qu'il y a un gros ras-le-bol au pays parce que apparemment rien ne tourne, dont et surtout l'économie. Donc ça tombe bien qu'on fasse nos émissions ensemble, Monsieur Malanda, parce que ça donne des explications et peut-être une éveil à toutes et à tous. Donc nous allons commencer notre émission sur le choix économique. Et pour cela, je vous laisse un peu la parole, parce que je vous rappelle que je ne m'y connais pas en économie. Pourtant, vous vivez tous les jours et vous pratiquez l'économie tous les jours, ne serait-ce que par des actes de consommation, ne serait-ce qu'en produisant votre émission, parce que l'économie, au fond, c'est la science de la production, de la consommation, de la redistribution. Au fond, exactement. Nous vivons l'économie au quotidien. Et pour revenir au mot économie, je peux m'appuyer sur son étymologie. D'accord. Économie, éco qui signifie maison, environnement, milieu, nomia, la norme, c'est-à-dire l'administration de la maison, l'administration de l'environnement, de notre milieu. C'est cela l'économie. Et donc, on veut ou pas, on établit notre budget de consommation, des dépenses contraintes, et aussi on gère notre salaire. Et certains produisent même. Donc, l'économie est inhérente à l'homme, pour tout dire du terme économie. Et donc une maison correspond à tout, dont un État, qui est également une grande maison. On va la transformer un peu comme ça. Et pour pouvoir avoir un modèle économique, c'est tout simplement le gouvernement qui lance ce modèle économique. Belle question. Alors, au niveau où j'interviens, effectivement, je pense que nous allons dire que s'il faut parler de modèle économique, ce serait le gouvernement qui le lancerait. Qu'est-ce que j'entends moi par modèle? C'est la représentation plus ou moins de la réalité économique d'un pays. Ceci dit, nos pays ont expérimenté divers régimes économiques. Nous avons connu la planification des pays comme les pays socialistes. Certains ont connu le libéralisme et récemment, pas récemment, mais ces 40 dernières années, nous étions dans le modèle néolibéral. Là où il y avait le primat du marché sur toute logique. Là où il y avait le primat du privé sur toute logique et une domination de l'individualisme, une manière exacerbée de l'individualisme. Voilà ce qui était le néolibéralisme. Maintenant, aujourd'hui, ayant tiré quelques enseignements sur les faillites de ce système
ayant observé notre pays et notre environnement, nous souhaitons proposer quand même quelque chose qui est adapté à nous pour pouvoir reprendre en main les outils, les leviers économiques. Et comme je disais dès le début, l'économie, c'est d'abord la production des biens et services. Ensuite, la consommation et la redistribution. Alors, quel est le modèle que je voudrais proposer? La grande question. On va découvrir. La grande question. Quel est votre modèle, Monsieur Balanda? Bon, après l'échec des économies planifiées, après l'échec du néolibéralisme, je pense qu'il nous faut une économie mixte. C'est-à-dire avoir un secteur d'État qui puisse gérer les monopoles naturels. Je vais prendre des exemples. Vous avez l'électricité, les infrastructures physiques, vous avez l'eau, les télécommunications. Moi, je pense que ce sont des domaines que l'État doit gérer parce que ça exige des investissements lourds, ça exige des entretiens et qu'une entreprise qui veut faire du profit ne pourrait pas s'engager à remplir toutes ces missions de service public. Je voudrais revenir sur un mot. On parle souvent de commune ou de collectif. Restons sur le mot commune. Pourquoi est-ce qu'en Europe, à travers le monde, on a créé des communes? Simplement parce que les gens pouvaient balayer chez eux, les gens pouvaient faire ceci, cela au niveau individuel, mais il n'y avait pas de réponse collective. Nous avons créé des communes pour répondre à ces besoins collectifs de l'humanité. Par exemple, l'hygiène publique. D'accord. Ici aussi, on peut faire une transposition en disant qu'il y a certains domaines qui doivent être gérés par le privé, mais l'État est approprié. Et il est plutôt mieux aguerri, allais-je dire. Alors, j'ai dit qu'il fallait quand même des entreprises d'État, à peu près 40% dans l'économie. Et ensuite, il faut ouvrir la voie, accompagner, soutenir politiquement, commercialement, financièrement les initiatives privées, notamment dans la production de biens matériels. Donc, moi, je l'ai intitulé une économie libérale régularisée, disant que c'est une économie régularisée que moi je prônerais, sinon régulée. D'accord. Les interventions ciblées de l'État qui serait le pilote de l'activité économique et qui va accompagner les entreprises dans la production des biens et services, et tout en construisant des grandes infrastructures monétaires, bancaires, financières, ainsi de suite, voire même physiques. Mais dans tous les domaines, bien sûr. Le libéralisme régulé. Là où l'État... D'accord, c'est ce qu'il faudrait pour vous. D'accord, c'est ce qu'il faudrait pour vous pour le Congo-Brazzaville, alors. Mais pour le Congo-Brazzaville, il faudrait que l'État reprenne les dossiers, reprenne les leviers économiques en main. C'est-à-dire qu'on ne doit plus aliéner notre politique à la Banque de France, politique économique, on ne doit plus aliéner notre souveraineté économique aux institutions financières internationales. Nous devions travailler pour répondre aux besoins des Congolais, produire des biens et services en faveur de nos frères pour le bien-être collectif des Congolais. Donc, bien sûr, mais au niveau de la Banque de France, alors vous parlez de la Banque de France. La Banque de France est on va dire, sous directive de la Banque Centrale Européenne. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une transition et qu'il y a toujours cette transition économique un peu mondiale, européenne et africaine, où tout doit se joindre. Moi, je le vois un peu comme ça. Maintenant, au niveau du Congo-Brazzaville, ils sont tenus également, et certainement, comme tous les pays, à la Banque de règlements internationaux, qui se trouve en Suisse, je crois, à Zurich. Est-ce qu'ils sont obligés, parce que je crois que le Congo-Brazzaville est également membre de la Banque du règlement international, je crois qu'ils y sont membres, oui, bien sûr.
est-ce qu'ils sont obligés de suivre des directives ou attendre des accords par rapport justement à ce que vous dites sur un point de vue local? Comment que ça fonctionne? Euh, alors, depuis l'indépendance, avant même l'indépendance, le Congo-Brazzaville n'a pas la maîtrise de sa politique monétaire et économique parce que déjà, notre monnaie est frappée ici en France. Et c'est la France qui dicte la politique monétaire, donc économique aussi, du Congo, tout comme des 14 pays de la zone franc. Et nous sommes arrimés à la politique européenne qui n'a rien à voir avec nos réalités. Mais si vous allez au Japon, si vous allez en Australie, et même en Grande-Bretagne, ces pays-là ne se soumettent pas à la volonté de l'Union européenne, je ne sais pas de quelle entité. La monnaie répond en premier aux besoins de l'économie de ces pays. Dernièrement, je vous disais même que la dette du Japon était de 250%. Les États-Unis, c'est un pays hyper déficitaire par rapport à la France. Enfin, du point de vue budgétaire. Mais n'a pas les mêmes contraintes que la France, qui, dans les déficits budgétaires ne doivent pas dépasser 3%. Donc, on n'est pas obligé de faire la volonté internationale. Nous devions répondre aux besoins de nos populations en premier lieu. Le reste est secondaire. D'accord. Donc, ma question, je pense que vous y répondez. Bon, c'est vrai que ça doit être posé par plusieurs personnes parce qu'il faut comprendre le système économique, aussi bien au niveau de sa macro ou de la micro aussi. Donc, quand on sait que le franc CFA appartient d'abord à la Banque centrale des sous-régions qui est siégée, je sais plus à... Excusez-moi, j'aurais dit que le franc CFA appartient d'abord à la France. Ça n'appartient pas aux 14 pays de la zone franc. Non. Le franc CFA, c'est pas une création africaine, c'est pas une monnaie africaine, c'est une sous-monnaie pour la France en Afrique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La preuve est que la monnaie est frappée ici et nos banques centrales sont soumises à la Banque de France. D'accord. Je pensais que le côté, c'est complètement le secteur France-Afrique dans le secteur économique. Je pensais que depuis le 1er janvier 2021, cette relation se freinait depuis de plus en plus, justement pour que les pays africains se prennent en main dans leur économie. D'où peut-être la nouvelle monnaie qu'on avait indiquée dans notre deuxième émission. Est-ce qu'il frappe encore monnaie, la Banque de France, pour les pays africains? Ça n'a pas changé. Sur le terrain, ça n'a pas changé. La monnaie est toujours frappée en France, dans la ville de Chamalières, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Je pense que c'est cela. Et que c'est toujours la banque et le trésor français qui continue à gérer le franc CFA. Nos banques centrales ne font que la politique édictée, énoncée, tracée par la banque. Et tant que nous n'aurons pas notre propre monnaie, tout ce que nous disons est nul et n'en a plus. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est un instrument de souveraineté. C'est grâce à notre monnaie qu'on pourrait mener des politiques qui nous conviennent. Alors jusque-là, ce n'est pas le cas. Sur le mais c'est aussi... mais sur le terrain, nous sommes dans le statu quo. D'accord. Donc, par rapport à votre modèle économique, comment vous voyez les choses par rapport à ce qu'on vient de dire? Bon, mais pour que le modèle que je propose puisse se faire, il faudrait que nous puissions déjà reconquérir notre souveraineté monétaire. Donc, ce qui va nous permettre de financer notre économie. Vous vous souvenez qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
La France a financé sa modernisation grâce à la création monétaire, c'est-à-dire que la Banque centrale prêtait de l'argent au gouvernement français et le gouvernement français finançait les grandes infrastructures et la modernisation du pays. Oui, bien sûr. Des résultats excellents. Mais en 1971, les choses ont changé parce que c'était la loi Rothschild. En 1971, on a dit que la Banque centrale ne peut plus apporter des sous au gouvernement français. Il faudrait que le gouvernement aille emprunter l'argent dans les banques privées, dans le marché. Donc, moi, je pense que si nous étions des pays souverains, nous aurons pu financer, je n'ai pas dit la consommation, je ne dis pas la consommation, mais on aurait pu financer nos infrastructures et notre production par la création monétaire, par l'émission monétaire. Et je pense qu'il y aurait moins de problèmes et peut-être qu'on aurait entamé notre industrialisation. En commençant déjà par l'électrification de nos pays, en construisant les routes, en construisant les usines, en ayant la main sur nos activités extractives et pourquoi pas nous lancer dans la transformation sur place pour répondre aux besoins des Congolais non des multinationales. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire alors dans ce cas-là, à Congo-Brazzaville. Ceci dit, je vais aborder rapidement le problème de la propriété. Parce que quand on parle d'économie, on parle aussi de propriété. Ce qui prend le libéralisme, c'est la détention de la propriété. Dans la propriété, vous avez trois moments, trois caractéristiques. Vous avez l'usus, le fait d'user votre bien. Vous avez le fructus, le fait de tirer les fruits de votre bien. Et vous avez l'abusus, c'est-à-dire vous pouviez aliéner vos biens. Donc, le libéralisme est basé sur l'acquisition ou la détention de la propriété. Bon. Pour le Congo, je ne suis ni pour la propriété privée, ni pour la propriété étatique. Je suis pour toutes les formes de propriété. Ceci dit, nous devions être maîtres et gestionnaires, non, maîtres et gouverneurs de notre foncier. Ça ne doit pas être au service des étrangers. Si nous possédons nos terres, si nous possédons notre propriété, nous pourrons faire ce qui nous semble bon dans la production. Donc, il faut favoriser toutes les formes de propriété au Congo, qu'elles soient privées, publiques, semi-publiques, ainsi de suite. Ils ont droit. Si on doit se focaliser que sur la propriété privée pour donner ou booster notre économie. Pour l'emmener à l'expansion, on a besoin de toutes les formes de propriété, publique, privée, ainsi de suite, et que les banques devraient accompagner toutes les mutations de l'économie nationale. Parce que nous avions remarqué que les opérateurs économiques sont souvent abandonnés à leur propre sort. Je prends un agriculteur, il aurait planté, par exemple, il y a des safous, des avocats, ainsi de suite, même du riz, il plante. Mais il faudrait récolter. Quand il faut récolter, il manque de la main-d'œuvre et l'agriculteur n'a pas les moyens. Et si les banques les accompagnaient, pouvaient notamment payer la main-d'œuvre, et une fois qu'ils ont vendu, la banque pouvait récupérer les dûs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parce que je ne sais même pas si nous avions des banques à capitaux national à 100%. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je parlais de tout simplement. C'est jusqu'en 1990, on avait nos propres banques. De nos jours, ce n'est pas le cas. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que je parlais. C'est pour ça que je vous parlais au début du gouvernement, parce que c'est tout simplement l'exécutif qui règle toutes ces choses-là, dont l'économie. S'ils mettent pas des structures bien en place comme il se doit, même s'ils ont ou ils ont eu. Je ne sais pas où c'est parti tout ça, mais apparemment, ça ne va pas du tout au Congo-Brazzaville. Il y a aussi des affaires judiciaires aussi que je pourrais pas parler à travers cette émission. Donc, c'est un méli-mélo gouvernemental, tout simplement.
Dès le départ, nous nous sommes dit que le problème du Congo résidait dans la mauvaise administration du pays. On a dit dès le départ, vous et nous, dans la première émission. Et en aparté, je vous avais dit qu'il ne faut pas aborder directement l'État, mais nous parlerons toujours de l'État parce que c'est la seule institution qui détient le plus grand nombre de moyens tarifaires, légaux, diplomatiques, fiscaux, ainsi de suite, qu'un individu ne peut pas avoir. Donc, c'est un État de jouer un grand rôle. Mais il faut reconnaître que les États de l'Afrique centrale, notamment le Congo-Brazzaville, est un État failli. Et donc, je ne crois pas en une transition apaisée et non conflictuelle. Moi, je crois que plutôt il faut changer le logiciel, les pratiques et les hommes. Des hommes de bonne foi qui veulent bien servir la collectivité, des hommes qui regardent l'intérêt général. Bien sûr, bien sûr. Ça se comprend, parce que de toute façon, les collectivités fonctionnent avec les économies de l'État. Donc, à partir de là, il faut aussi que l'État apporte des garanties pour le bon fonctionnement, chose qui n'y est pas aujourd'hui. D'où les annulations du FMI sur les années passées. Ça s'est produit 2 fois ou 3 fois, où ils ont annulé la dette du Congo-Brazzaville pour pouvoir au mieux repartir, mais finalement ça a empiré. C'est très très dur à démontrer tout ça, bien entendu à travers notre émission, mais par rapport à je reviens sur votre modèle économique qui touche tout simplement la région, le Congo-Brazzaville, mais ça peut être aussi la même chose pour d'autres pays comme le Gabon, comme la Centrafrique, qui est un peu tiraillée, elle, entre tout le monde, parce que finalement, il y a aussi le BRICS dont ce siège se trouve à Bangui, dont la Banque centrale... Le siège africain. Oui, tout à fait, en plus. Et puis le voisin, c'est aussi la Banque centrale par rapport aux sous-régions. Donc il y a une entente qui se fait comment, tout en sachant on arrive quand même sur des élections américaines où je vois. Moi, c'est ma grande question. Comment que ça va se passer? Vous avez, je pense, un très bon modèle économique pour refaire démarrer un pays dans un état actuel du Congo-Brazzaville. Votre modèle est pour moi très très bien et très très bon, mais au niveau, est-ce qu'il y aurait ricochet avec les élections américaines, si c'est l'un ou l'autre qui est élu? Enfin, surtout l'un. Bon, mais l'administration, que je sache, une continuité. Peu importe la personne qui sera élue en ce qui concerne nos économies. Et dernièrement, je vous disais que je n'ai jamais cru au modèle des institutions financières internationales de Bretton Woods. Ça a toujours apporté l'échec, le retard, et ces institutions ne sont pas là pour faire avancer nos pays. Ils sont là pour exécuter la volonté des créanciers. Je vous avais dit aussi qu'il y a des moments, nous n'avions rien reçu, mais nous remboursons quand même parce que nous n'avions pas créé des institutions de suivi, d'évaluation de la dette. Dernièrement, je vous ai dit qu'il y a des moments, on nous promet des sous, donc les crédits stand-by, mais l'argent ne rentre pas au Congo, ni au Gabon, ni au Brésil. Mais quand il faut rembourser, comme nous ne suivons pas toutes ces choses par faillite administrative ou je ne sais pas quoi, nous remboursons parfois des dettes que nous n'avions pas prises. Donc moi, je ne crois pas au FMI, à la Banque mondiale. Moi, je crois à la souveraineté nationale. C'est-à-dire prendre nos leviers économiques communs, travailler pour le collectif congolais, gabonais, ainsi de suite, la sous-région, en construisant des infrastructures, en produisant pour nos besoins et non pas pour faire la volonté extérieure. Moi, c'est ce que je pense.
D'accord. Parce que c'est vrai que c'est quand même des sujets très importants. C'est un match qui se joue à domicile. Oui, bah, toujours. Se joue à domicile, pas ailleurs. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de nous donner les moyens de développer sans cesse les forces productives, de les innover, de les adapter, mais toujours à des fins collectives, au bien-être de nos populations. Mais Bien pour sûr. moi, la vie continue, peu importe l'administration américaine. D'accord. Donc, je vais vous pousser un peu plus sur votre modèle économique, au niveau artisanat, au niveau petit commerçant que tout le monde a besoin. S'il y a aucune délivrance de l'État, comment vous voulez qu'il fasse? Et C'est ce que je suis en train de vous dire, que l'État, à travers les banques, les institutions financières nationales, devrait accompagner toutes les mutations et toutes ces entreprises-là. Quand on parle du Japon ou de la Corée du Sud, l'État a accompagné les petites et moyennes entreprises dans toutes les phases, les a même invités à s'agrandir, à aller vers l'expansion. C'est l'État qui a tracé la voie et mis les moyens. Moi, j'ai connu des grandes familles commerçantes au Congo-Brazzaville, du temps où j'étais jeune. Les familles Titié, Ebina, Tcheila, j'en oublie d'autres. Mais peut-être que ces familles ont la fibre commerciale ou de business. On peut par exemple leur octroyer des moyens pour qu'ils puissent faire sous l'égide de l'État. Bien sûr. Ils ont fait des preuves. Ils ont fait des preuves hier. Peut-être que parmi eux, il y a ceux qui peuvent se relever l'activité de papa et de maman. Il s'agit de leur donner les moyens, de les accompagner. Ce petit paysan-là, ce petit agriculteur-là, si l'État peut l'accompagner, ça ira. Mais qu'est-ce que j'ai vu moi en 2015 quand j'étais au pays? Les services du ministère du Commerce venaient racketter ces jeunes coiffeurs. Parce que moi, pour me faire couper les cheveux en 2015, je payais 500 francs CFA, donc environ 90 centimes. Et je voyais ces gens-là venir racketter ces jeunes. Bon, on est venu, vous êtes pas en règle, allez, il faut payer, ainsi de suite. Mais c'est tous les jours. Bien sûr, à 90 centimes, c'est beaucoup. Qui ne se sont pas protégés, qui se sont volés, rackettés, puissent avancer dans l'activité. Par contre, si on leur donnait des petits crédits pour agrandir leur salon, si jamais on les protégeait contre ces vautours, ces bandits-là, mais ils peuvent aller plus loin et diversifier peut-être leur affaire. D'accord. Quand vous dites bandit, bien sûr, quand vous dites bandit, c'est tout simplement le gouvernement. Mais les bandits en col blanc? Oui, voilà. Donc, ces petits fonctionnaires feureux. D'accord, parce que c'est vrai que le Congo-Brazzaville, je tiens quand même à le rappeler, a quand même son produit plusieurs produits, dont le pétrole. C'est un pays riche, normalement. Le peuple ne devrait pas être aussi dans la pauvreté. J'ai vu des photos d'hôpitaux où ça m'effraie parce que les lits d'hôpitaux n'ont pas matériel et ils sont rouillés. Où on montre seulement un seul hôpital qui est sur Oyo. Les hôpitaux du Congo sont des mouroirs. Oyo est certainement bien équipé, mais est-ce qu'il y a le personnel compétent et efficace? Je ne sais pas. Ah ben je ne sais pas, après il est peut-être étranger. Hein. Peut-être. Les hôpitaux congolais pour moi sont des mouroirs parce que les conditions hygiéniques ne sont pas remplies. Les conditions matérielles et de soins ne sont pas remplies dans cet hôpital. Et je discutais avec M. Noël Simba, mais j'ai beaucoup discuté avec le docteur Ngitoukulu. Et nous étions d'accord sur le financement du système sanitaire. Au lieu que les Congolais puissent débourser, mourir pour 2 francs, 2 euros plutôt, 2 euros d'ordonnance, les Congolais meurent.
Pourquoi est-ce qu'on ne va pas extraire, ne serait-ce que $2 sur chaque baril de pétrole, $2 sur chaque mètre de cube vendu, $2 sur chaque produit exporté, enfin transférer vers les camps de santé et favoriser l'accès gratuit des Congolais aux soins de santé publique. C'est pas l'argent qui manque, il s'agit d'un problème de bonne foi, un problème de philanthropie et un problème de voir son peuple épanoui. Mais j'ai comme impression que ceux qui nous gouvernent sont peut-être les ennemis de notre pays. Donc, ce n'est pas les moyens qui manquent. Hein. Donc, toute l'Afrique centrale, que vous prenez la Centrafrique, le Gabon, le Congo, la RDC, le Cameroun, c'est des pays riches qui se prenaient en main. S'ils répondent aux besoins du peuple, ils avanceront. Et moi, je pense même que tous ces pays... j'ai l'impression, je vous coupe. Hein. Bon, allez, je vous laisse finir. Donc, je disais, tous ces pays unis, moi, je pense qu'ils peuvent faire mieux que les États-Unis et être parmi les pelotons dans le monde économique et social. Bah, bien entendu, c'est même une logique. C'est même une logique. Donc, je dirais simplement, mais comment ça se fait qu'il y a une telle différence entre l'hôpital d'Oyo et les autres qui sont complètement délabrés? Celui d'Oyo est complètement moderne. L'effectif, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder ou de voir, mais c'est quand même des images qui paraissent sur les TikTok. Il y a une grande différence quand on prend les deux. Il y a le plus et le moins que moins. Moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne vraiment. Vous savez, moi j'appelle ça des caprices du prince. Le prince n'a pas voulu mettre rien, mais celui qui a la tête de notre État. Moi, je ne crois pas que les mots du Congo proviennent forcément des gouvernements qui sont sur place, des membres des institutions. Depuis 40 ans, nous savons qui dirige le pays. Oui, bien sûr. Et depuis 40 ans, si ça ne marche pas, un responsable que nous devions désigner. C'est le chef de l'État. C'est pour... Bien sûr, vous parlez... Donnez-moi 2 secondes. Je vous rappelle qu'en 1990, le Congo avait connu les mêmes problèmes et arrivé à la faillite. Les mêmes conditions d'aujourd'hui. Qui était à la tête du Congo? C'était le président Denis Sassou Nguesso. Car 24 ans après, c'est toujours... Non, 97 aujourd'hui, 24 ans après, c'est toujours Sassou Nguesso qui est là. Bien sûr. Nous avons les mêmes résultats. Donc, moi, je pense que le problème est dans son logiciel. Et nous devions changer les hommes et le logiciel pour faire avancer la bonne cause. Oui, bien sûr. Et vous me parlez souvent de M. Ngitoukulu. Il n'y a pas que vous. On me réitère parce que je fais beaucoup de Brazzavillois dans tous les domaines. À travers les émissions, et à chaque fois on me réfère Monsieur Ngitoukulu. J'ai l'impression qu'il est leader pour un changement du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas que lui, je pense. Mais je veux pas m'avancer parce que c'est pas mon pays. Moi, je suis là pour en discuter avec vous parce que ça m'intéresse. Aussi bien à la forme politique, économique ou sociale, et où je ferai même une émission ou des émissions dans ce secteur social avec une charmante dame qui connaît très très bien ces sujets du Congo-Brazzaville également, qui trouve le pays déplorable et la vie humaine aussi tout autant déplorable. Mais tout dépend de l'économie, bien entendu. Et comme vous venez de le dire, tout se tient à une tête, finalement. D'accord, oui, je disais que nos maux sont dus à la mauvaise gestion, mais on n'a pas de bon logiciel jusque-là, puisque le Congo a reculé, ne serait-ce qu'en matière d'accès à l'électricité, à l'eau, à la santé. Bon. Et vous posiez la question sur le docteur Ngitoukulu.
Il y a plusieurs leaders, oui, mais la plupart des leaders que j'ai vus ont géré avec M. Sassou Nguesso. Ils sont responsables et comptables de la faillite du Congo. Bon. D'accord. J'observe autour de moi ceux qui n'ont pas géré avec M. Sassou Nguesso, ceux qui n'ont pas été dans le PCT, ceux qui n'ont pas collaboré avec Sassou Nguesso sont peu nombreux. Et parmi ceux-là, il y a M. Ngito Koulou. Et moi, je me dis qu'il faut peut-être aller vers lui, essayer, savoir ce qu'il veut faire, et je ne vois pas ce qu'il nous propose de mauvais, ce qu'il nous propose est bon, donc nous devions peut-être l'accompagner, le soutenir dans ce sens-là. D'accord, donc pour faire un petit rappel, pour faire un... de s'ouvrir aux autres, de discuter, d'échanger et d'enrichir la pensée. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous disiez le... J'ai discuté avec très peu, mais j'ai quand même discuté avec M. Ngito Koulou, puisque je vous parlais des problèmes sanitaires et du mode de financement de la santé en prélevant sur les industries extractives qu'on transfère, qu'on affecte vers la santé pour favoriser l'accès gratuit de tous à la santé. Oui, bien entendu. Je vais essayer pour tout vous dire, de réinviter M. Ngito Koulou parce que c'est vraiment un homme intéressant apparemment et ça serait, je pense, une émission assez sympathique avec lui. Mais on va continuer sur le domaine économique avec vous, M. Malanda, où il y a aussi des parties de régions, parce que le Congo a une sacrée histoire, quand même, qui débute avec le Royaume Congo, qui avait finalement la grande parcelle du Congo, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo et la République du Congo. Ça n'en faisait qu'un à l'époque. Vous n'avez pas oublié l'Angola. L'Angola, oui. Au sud de la RDC, au sud du Congo, une partie du Gabon constituait effectivement ce grand royaume Congo. Et à côté, il y avait un petit royaume Luango. Et un peu plus à côté, vous aviez le royaume Téké. Et c'était des grandes civilisations, des civilisations brillantes. Et d'ailleurs, même dans nos modèles institutionnels, au lieu d'aller chercher loin, on pouvait s'inspirer des fonctionnements de ces royautés, de ces empires, pour pouvoir construire des institutions qui nous ressemblent en phase avec nos coutumes, notre environnement, notre histoire. Nous avions tout là. Et vous avez parlé des leaders, je voulais revenir sur ce point-là. J'ai suivi récemment M. Mathias Sonzon, qui nous appelait, qui appelait à une transition non conflictuelle et apaisée. Il a parlé de la... Hein, M. Sonzon. Qui est M. Dion? Ancien qui est M. Dion pour ce... Ouais. Ancien ministre des Finances de 1997 à 2002. Il a parlé donc d'une transition apaisée et conflictuelle, mais dans le même temps, il a parlé de restituer la liquidité, de rétablir la liquidité de l'État congolais. Pour moi, j'ai vu les moyens qu'il a proposés, c'est pas faisable sur le court terme. Même si nous avions été réellement souverains, le moyen le plus approprié, c'était de financer la consommation sur le court terme, donc les salaires, traitements, par l'émission monétaire et nous lancer à construire des équipements, notamment l'électrification, l'adduction d'eau potable, le chemin de fer, le drainage du fleuve, ainsi de suite par l'émission monétaire. Parce que si nous ne relevons pas la production, ben le Congo sera toujours dépendant. Et nous avions des hommes, des femmes, secteur privé, secteur public, pour aider ceux qui veulent se lancer dans l'activité économique. Donc pour moi, M. Nzon a bien parlé, certes, mais ce n'est pas faisable sur le court terme. Ce qui est faisable sur le court terme, c'est de pouvoir, malheureusement c'est difficile, mais si on fait au sein de l'Afrique centrale, financer
momentanément les salaires sur l'émission monétaire, le reste injecté dans la construction des infrastructures sanitaires, sociales, donc électricité, eau et chemin de fer, je pense que nous pouvions avancer. Mais il faut aussi diminuer certaines taxes et certains tarifs. On peut abaisser la TVA de 2 points. On peut abaisser les taxes téléphoniques. Ça permettrait aux Congolais de s'en sortir. Et comme j'ai toujours dit, diminuant le nombre de ministres, diminuant le nombre de parlementaires. Pourquoi ne pas, dans un premier temps, réduire les salaires de ces hauts fonctionnaires de 30% pour dégager les fonds? Voilà ce que je souhaitais. Bien sûr, mais pour ça, il faudrait déjà qu'ils payent les salaires, a priori non payés depuis 1 an ou 2 ans aux fonctionnaires, de certains fonctionnaires. Voire même 3 ans. Où c'est pas encore régulé, je crois. Voire même 3 ans parfois. 3 ans? Parfois, oui, dans certains secteurs. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas comment font les gens pour vivre. Ils ont quand même des familles, ils ont quand même des enfants, ils ont quand même. Il faut manger, il faut s'habiller, il y a aussi la maison. Ceci explique que la paix sociale, je n'ai pas dit civile, que la paix sociale soit menacée. Je pense qu'elle est peut-être, c'est certainement menacée à ce niveau-là. J'y suis pas, mais par déduction, je pense que c'est menacé. Mais elle est menacée, puisque vous avez des grèves matin, midi, soir en ce moment. Grève des enseignants, grève dans le domaine sanitaire. Les grèves, donc tout le système économique d'aujourd'hui est complètement bloqué parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'ils n'ont pas leur traitement et ils ne peuvent même pas bien vivre décemment. Bien sûr, donc ce qu'il faut faire, c'est déjà de résoudre le problème des salaires. Fonctionnaires, reprendre aussi l'outil productif en main pour redonner l'espoir à cette jeunesse qui est dans le chômage depuis tant d'années. Parce que quand je regarde les chiffres, c'est 40% qu'on dit. Mais moi, j'ai calculé, nous sommes à 70% de chômage chez les jeunes de 19 à 39 ans. C'est énorme. C'est presque tout le pays. Bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, sur ces derniers mots, malheureusement nos émissions passent très vite et malheureusement trop. Moi j'ai toujours le bonheur de vous recevoir parce que j'ai des bonnes discussions avec vous, Monsieur Malanda, qui sont vraiment intéressantes. Et puis ça me permet aussi d'apprendre de plus en plus par rapport à vos propos et ce que vous me dites sur les systèmes, sur votre modèle économique où finalement on l'a discuté dans une forme générale parce que avant tout, pour que ça soit un vrai modèle économique, il faut que les caisses de l'État soient aussi pleines. Sinon, il n'y a rien. Naturellement, il faut équilibrer les finances publiques, oui. Voilà. Et reprendre l'outil monétaire en main parce que depuis l'indépendance, nous n'avions jamais possédé cet outil. Il faudrait que nous puissions le récupérer et faire la politique monétaire par nous-mêmes, puisque les pays de l'Afrique anglophone ou lusophone le font. Donc nous pouvions bien le faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoutez, Monsieur Malanda, je vous dis à la prochaine pour la 4e émission qui sera la semaine prochaine. Oui. Si vous êtes encore disponible. Je serai certainement disponible. Eh ben, moi j'en ai la certitude. Donc vous serez là sur la prochaine émission. S'il vous plaît. Comment? Quel sera le titre de la prochaine émission, s'il vous plaît? Ah ben vous allez me le dire. Vous m'aurez pas. Vous allez me le dire, c'est vous qui est dans le domaine de l'économie. Alors vous allez me le dire tout de suite. Nous avions dit que le prochain titre devrait être l'économie sociale du marché. Eh bien voilà. Et la place de l'entreprise africaine. Eh ben c'est dit. D'accord. Et puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine, prenez soin de vous.
Et nous remercions aussi ceux qui vous font remonter les bonnes informations. Voilà, exactement. Monsieur Balanda, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine. À la semaine prochaine. Si tout va bien. Merci. Bon week-end à vous. Merci.